tous, merci de nous rejoindre pour cette deuxième soirée du festival Life Project d'HEC Alumni. On est absolument ravis de vous accueillir ce soir pour cette soirée de clôture après une journée bien remplie d'ateliers tous plus insightful et inspirants les uns que les autres. Je me présente, je suis Marguerite Galland, je suis donc la directrice générale d'HEC Alumni et je vais commencer par un petit mot de remerciement à l'équipe HEC Life Project qui a organisé ce très bel événement malgré les conditions sanitaires, voilà, qui nous a offert cet événement sur 2 jours full digital, qui a été un vrai régal jusque-là. Et je crois que cette soirée nous confirmera que ce festival est vraiment un moment fort, un temps fort de l'année pour HEC Alumni et en particulier pour HEC Life Project, la nouvelle identité carrière d'HEC Alumni. Donc, on a parlé d'optimisme depuis hier soir et ça fait du bien, voilà, dans la période actuelle, d'avoir un regard un petit peu différent sur le monde et sur le business, un regard d'optimisme qui nous donne énergie et confiance pour affronter les challenges et pour relever tous les défis personnels et professionnels que nous pouvons nous fixer. Alors ce soir, on va ajouter une petite pincée de sagesse à ce regard optimiste en écoutant tout d'abord alors un panel absolument fascinant sur le Purposeful Leadership, où nous aurons l'occasion de croiser les regards entre la perspective académique, celle de Rodolphe Durand, qui est professeur à HEC et titulaire de la chaire Purposeful Leadership, la chaire créée avec Hubert Joly en 2018 par HEC, et qui a un petit peu révolutionné finalement la vision du business, la façon dont le business est enseigné aux étudiants à l'aune de ce leadership du sens dans un monde animé par la quête de sens. Donc Rodolphe apportera cette perspective académique et puis sur le volet justement de l'entreprise, c'est Hubert de Boisredon qui lui donnera la réplique, le PDG d'Armor. Hubert, nous sommes ravis de t'accueillir ce soir. Et last but not least, je suis ravie de vous présenter Cécile de Lille, qui est elle-même directrice exécutive de la chaire Purposeful Leadership d'HEC et qui va animer cette table ronde. Elle connaît le sujet de l'intérieur et par cœur puisqu'elle a contribué à la création de ce beau projet. Et voilà, Cécile, je te laisse la parole et je vous retrouverai à la fin de la soirée pour quelques mots de conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marguerite. Eh bien, bonjour à tous. Ravie d'être avec vous ce soir. Je suis, comme Marguerite l'a dit, engagée aux côtés de Rodolphe comme directrice exécutive de cette chaire dite Purposeful Leadership. Marguerite vous a dit qu'elle avait été impulsée par la générosité d'Hubert Joly. Donc, Hubert Joly est un de nos camarades qui a redressé Best Buy grâce à la mise en œuvre de ce type de leadership centré sur l'alignement de la mission de l'entreprise et de la recherche de sens des collaborateurs. Hubert Joly a su en fait incarner cette mission, entraîner ses équipes autour d'un projet d'entreprise qui résonnait avec leurs aspirations. Et ça s'est traduit par une véritable remise à flot de Best Buy, l'entreprise qu'il dirigeait, et une performance qui ne s'est pas démentie depuis. Donc, cette expérience positive vécue par Hubert, il a voulu qu'HEC en bénéficie et il nous permet à HEC de mettre en œuvre d'abord de la recherche autour de ces thématiques. Qu'est-ce que, en fait, en quoi cette quête de sens et cette incarnation du sens dans l'entreprise, en quoi le fait qu'elle rejoigne les aspirations des individus qui y travaillent permet, in fine, une meilleure performance si et seulement si ça passe par des vecteurs que Rodolphe et son équipe mettent à jour dans l'équipe de recherche, par exemple la confiance. Donc, Rodolphe travaille avec son équipe de recherche sur ces vecteurs qui permettent d'incarner cette mission, de la faire résonner avec le sens du travail pour chacun et, in fine, d'améliorer la performance de l'entreprise. Et puis, Marguerite l'a dit, au sein de cette chaire, on fait aussi beaucoup de pédagogie. Et donc, on a une mission simple,
qui est de former l'intégralité des étudiants d'HEC sur ces thèmes. On a notamment mis en place depuis 2 ans à la Grande École un parcours extrêmement significatif puisqu'on parle de 200 heures d'enseignement pour un étudiant qui entre à HEC jusqu'à sa sortie sur ces thèmes de sens dans l'entreprise, mais aussi de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Voilà, donc pour vous dire un petit peu ce qu'on fait au sein de cette chaire, et on touche, encore une fois, l'intégralité des programmes d'HEC, grande école, MBA, EMBA, en essayant de porter ce thème au cœur de notre enseignement. Voilà. Alors, peut-être j'ai passé à laissez-moi peut-être vous les présenter en 2 mots. Enfin, Marguerite l'a fait, mais en dire un tout petit peu plus. Je pense que Hubert et Rodolphe sont là tous les deux parce que ce sont deux anciens emblématiques pour leur défense d'un leadership responsable, engagé, authentique, de ce leadership que recouvre le terme de purposeful leadership. Donc, Hubert, Marguerite l'a dit, est PDG d'Armor. Armor, c'est un groupe industriel qui est implanté à Nantes, qui compte 2000 salariés, dont 750 en France, qui fait un chiffre d'affaires d'à peu près 300 millions d'euros. Et je crois pouvoir dire, Hubert, tu me corrigeras, mais que tu t'es forgé des convictions très jeunes, notamment lorsque tu as créé, dirigé au Chili avec un ami, la banque de microcrédit Contigo. Et puis après, tu as passé 10 ans chez Rhône Poulenc et rejoint Armor comme directeur général. Et depuis, tu as toujours prôné un management par la confiance et une priorité au long terme pour l'entreprise. Quant à Rodolphe, c'est une grande figure de l'école. C'est un chercheur et un professeur de stratégie mondialement reconnu pour ses travaux sur les déterminants cognitifs et normatifs de la performance des organisations. Et Rodolphe a fondé et dirige, cofondé avec Bénédicte Fèvre-Tavigno et dirige l'Institut Society and Organizations, qui est cet institut qui porte à HEC 3 thématiques fondamentales. La première, c'est l'économie inclusive, ou comment faire en sorte que l'entreprise intègre des populations exclues des circuits traditionnels. La deuxième, c'est la transition écologique et son impact sur les business models. Et puis, le dernier thème, c'est celui-là, celui de Purposeful Leadership, ce thème plus intime du sens au travail ou du sens du travail et d'un leadership au service de la mission. Voilà, juste pour dire 2 mots de qui sont Hubert et Rodolphe, et les remercier, et puis peut-être lancer la discussion entre eux par une première question. Alors, le thème, je crois, de cette soirée, c'est le futur du travail appartient aux optimistes. Alors, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que c'est que le futur du travail? Alors, nous, à HEC, au sein de cette chaire Purposeful Leadership, on le conçoit de la manière suivante. On se dit que c'est un travail qui doit avoir du sens pour chacun, individuellement, et qui soit utile à tous collectivement. Et que c'est à cette intersection du sens pour l'individu et du sens de nos actions collectives, de la mission donc de nos entreprises collectives, que se situe ce qu'on peut appeler l'avenir du travail. Et finalement, que chacun sache pourquoi il travaille et que collectivement, dans une entreprise commune, nous sachions pourquoi nous travaillons. Alors voilà, donc si on pose ce cadre sur le futur du travail, je vais commencer par une question très personnelle pour Rodolphe et pour Hubert. Et la question est la suivante. Quelle est l'intersection entre le sens que vous cherchez, vous, comme personne, comme individu, et dans votre travail, et la mission que porte votre organisation, donc HEC pour Rodolphe et Armor pour Hubert. Voilà, donc je ne sais pas qui veut commencer, de Rodolphe ou d'Hubert. Je n'ose pas donner la parole à l'un ou à l'autre. Allez, Rodolphe. Alors, je commence. Merci pour cette brillante introduction, Cécile. Alors oui, la question personnelle, peut-être réponse évidemment par
un élément de parcours de vie finalement. Donc pour moi, l'élément déclencheur de l'alignement entre ce qui est un métier à vocation, hein, être chercheur et enseignant, c'est un métier à vocation. Donc au cœur de cette profession réside déjà une certaine quête de sens. Bon, la quête de la connaissance et de la compréhension des phénomènes sociaux, qu'on qualifie souvent de sciences molles, qui sont de moins en moins, il faut dire la vérité. Et puis, de l'autre, effectivement, une mission d'enseignement qui est donc au cœur de la profession. Mais on peut faire ce métier, c'est-à-dire mon métier, de plein de façons. Et quand on cherche à être et devenir un chercheur de niveau international, c'est vrai qu'une des voies les plus classiques, c'est de s'isoler des responsabilités administratives, de la prise de position à l'intérieur de ces institutions d'enseignement pour se consacrer essentiellement à la recherche. C'est ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années, jusqu'à la crise de 2008, qui m'a secoué beaucoup, puisque pendant 10 ans, 12 ans, j'enseignais la corporate strategy, la shareholder value maximization, comme un bon prof de stratégie, entre guillemets, et je me suis senti vraiment co-responsable du fait que de nombreuses institutions financières, donc des institutions financières avec pignon sur rue, des assureurs, des réassureurs, avaient contribué. Alors évidemment, c'était aux États-Unis. J'ai commencé ma carrière aux États-Unis, donc j'avais peut-être formé certaines des personnes qui là-bas avaient participé à ça. Mais que ce soit aux États-Unis ou en Europe, les business schools ont contribué finalement à former ces personnes qui, pour des raisons, je leur jette pas du tout la pierre, pour des raisons organisationnelles, des raisons liées aux incentives, à la façon dont ils sont, donc aux incitants, à la façon dont ils sont rémunérés, à la façon dont le risque était d'une certaine façon intégré aux banques ou aux autres types d'institutions dans lesquelles ils étaient, eh bien, ont participé à cette crise qui a transféré de la dette privée, qui aurait dû être payée par ces investisseurs finalement peu prudentiels, a été transférée au public, comme on le sait tous. Et donc, moi, j'ai décidé à ce moment-là de dire je ne peux pas dissocier mon travail de chercheur de ma vocation de scholar, comme on dit en anglais, c'est-à-dire je sais pas, de professeur et d'intellectuel. Et donc, il faut que je mette, aussi avec des discussions avec d'autres collègues qui ressentaient la même chose, il faut que je mette au service de l'institution qui m'accueille et qui m'héberge peut-être ces thématiques et qu'on réfléchisse ensemble. Et donc, c'est le début de l'histoire de Society and Organization, le lien entre ces phénomènes sociaux et les entreprises et les organisations qui font les marchés, et le lien réciproque entre ces organisations et ces entreprises qui forgent finalement la société. Et donc, voilà, c'est le début pour moi de cet alignement. J'ai écrit un livre à l'époque qui s'appelait « La désorganisation du monde », qui d'une certaine façon, théorise l'idée que l'identité individuelle est complètement associée aux organisations dans lesquelles nous passons, auxquelles nous attachons et desquelles nous nous détachons, et que la crise un petit peu qu'on a vécue au cours de la dernière décennie, peut-être accentuée par la crise du Covid aujourd'hui, est aussi une crise de l'appartenance aux entreprises et aux organisations qui finalement nous privent de sens, nous segmentent, nous incitent et nous mettent dans des dilemmes insolubles finalement, jusqu'à la rupture pour certains d'entre nous. Donc voilà, je m'arrêterai là. Donc cette réponse est due finalement à des événements qui ont été assez extérieurs à moi, mais qui ont résonné très fort avec le sens que je mets à être un professeur et chercheur de niveau international. De mon côté, donc, il y a certaines convergences, puisque il y a différentes étapes de ma vie qui m'ont marqué, dont mon passage après HEC par l'Université de New York, où mon cours de finance internationale m'apprenait que le but de l'entreprise, c'était de maximiser le profit des entreprises. Et je rencontrais, c'est en 1985, c'était l'époque de Ronald Reagan, mais en même temps, New York était à ce moment-là très marqué par la pauvreté. Et pour le jeune de 21 ans que j'étais, il y a quelque chose qui clochait, en disant, voilà, je vais passer toute ma vie à maximiser le profit, mais en quoi ça va résoudre le problème des gens que je vois étalés dans la rue, pauvres, voilà. Ça a été marquant. C'est ce qui m'a conduit notamment à partir avec un ami d'HEC, Laurent Marmachet. On est parti au Chili créer une des premières banques de microcrédit d'Amérique latine. Et je dirais que c'est là où s'est forgé assez jeune en fait la conviction que l'entreprise pouvait avoir un rôle sociétal.
et que l'argent mis au service du bien commun et des autres, en fait, pouvait avoir un impact sur la vie des gens de façon considérable. Un troisième passage, ça a été quand j'étais chez Rhône Poulain à Rhodia, où je faisais des acquisitions de sociétés chinoises pour le compte de Rhodia, où là, c'était au début des années 2000, on ne parlait pas de développement durable à l'époque, mais moi, j'ai fait l'expérience, en fait, dans ces acquisitions, de ce que j'appellerais l'inverse du développement durable, c'est-à-dire de découvrir que des entreprises de chimie chinoises envoyaient les effluents chimiques dans les nappes phréatiques de la ville, ne respectaient pas le droit du travail, ne protégeaient pas leurs salariés, je voyais des accidents. Et là, j'ai vu l'absurde, en fait, de l'extrême de comment l'entreprise, quand elle ne prend pas l'homme en compte et l'environnement, peut créer des catastrophes. Et je dirais que ça a forgé en moi une conviction que l'entreprise doit s'engager au service de l'homme et du développement durable. On l'a appelé développement durable après, je l'appelle plus innovation sociétale aujourd'hui. Et tout ça m'a conduit finalement dans la création, quand j'ai pris la responsabilité d'Armor en 2004, à chercher à travers une entreprise industrielle, à me dire comment je peux rejoindre ces expériences passées, c'est-à-dire créer une entreprise au service d'enjeux de société à travers la technologie et qui en même temps met le développement durable ou l'innovation sociétale au cœur de son business model, de sa stratégie. J'ai été très conforté par ça et marqué, j'allais dire chamboulé, par en 2008 le film La vérité qui dérange du vice-président Al Gore américain, où là j'ai pris conscience vraiment de l'enjeu et de l'état du monde et notamment du réchauffement climatique. Et ça a été un autre déclenchement. Voilà, donc je dirais comment tout ça s'aligne. C'est aujourd'hui essayer de créer une entreprise industrielle qui prend en compte ces enjeux, qui s'engage. C'est comme ça que Armor s'engage au-delà de son activité principale, on fabrique des consommables d'impression pour imprimer les étiquettes code barre, tout ce qui est traçabilité des produits, mais également on se diversifie dans la réinvention des panneaux solaires classiques en films photovoltaïques souples, des films pour améliorer la performance des batteries, etc. Et tout cet engagement-là vient de ce que je vous ai dit avant. Merci Hubert. Donc, ce que j'entends de vous deux, c'est que votre engagement intime, finalement, est lié à des prises de conscience plutôt douloureuses, que ce soit le choc de 2008, le choc de la pauvreté. Si j'en reviens au thème de ce soir, le futur du travail appartient aux optimistes. Eh bien, l'optimiste, c'est celui qui est enclin à voir le bon côté des choses, c'est celui qui est enclin à être confiant. Et la confiance, justement, est au cœur de cette notion de purposeful leadership. Alors, si vous le voulez bien, je voudrais demander à Rodolphe, d'abord avec sa casquette académique, de nous expliquer en quoi la recherche scientifique qu'il mène démontre que l'incarnation du sens, de la mission dans l'entreprise passe par cette notion de confiance. Et puis peut-être une fois que Rodolphe nous aura expliqué, en tout cas ce qu'on en sait sur le plan académique, qu'Hubert nous dise en tant que dirigeant comment il a ressenti l'importance de cette confiance pour porter la mission d'Armor, mais aussi pour Hubert, pour fédérer tes équipes autour de cette mission. Voilà. Donc, Rodolphe, je te laisse la parole sur cette notion de confiance, d'optimisme. Très bien, oui. Alors, les études qu'on mène avec une équipe d'environ une dizaine de chercheurs, donc 8 à HEC et puis d'autres à la LBS et en Asie, nous permettent de cerner un petit peu mieux le problème de cette question raison d'être, hein, performance. Voilà. Si vous lisez la presse, si vous êtes ici ce soir, je pense que vous êtes aussi intéressé par cette question, société à mission, la raison d'être, le purpose et la performance. Et vous avez sans doute lu beaucoup de travaux dans la presse spécialisée ou généraliste qui consiste à dire une raison d'être va amener finalement, quand elle est bien déployée, va amener à de la surperformance. En tant que chercheur, notre métier, c'est le doute, parce que les arguments que vous pouvez avancer pour dire que ça va effectivement avoir un effet, j'aurais tendance à faire l'avocat du diable et je peux apporter autant d'éléments qui vous diraient le contraire, en fait, puisque il n'y a pas de raison particulière pour qu'un énoncé se traduise un énoncé avec des principes sur une mission se traduise en actes de façon concrète, en pratique, en routine au sein d'une organisation et qu'elle produise de l'efficacité. Les gens peuvent ne pas la croire,
les personnes qui sont censées l'incarner, la représenter, peuvent communiquer dessus, mais en fait agir complètement différemment, etc. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est d'essayer effectivement de trouver les canaux au travers desquels l'idée d'une raison d'être puisse se matérialiser en actes et de façon concrète. Donc, on va mettre en place tout un ensemble de recherches avec des groupes de contrôle. On en entend beaucoup parler avec le Covid. Qu'est-ce qu'on peut comparer lorsqu'on donne un traitement, lorsqu'on donne un placebo? Un peu de la même façon, nous, on va comparer au sein d'entreprises en utilisant des entreprises réelles avec, par exemple, des milliers de points, ou des centaines de points de vente, comparer celles qui ont un purpose qui est élevé, celles qui ont un purpose faible, regarder leur performance, ce genre de choses. Voilà. Donc, on va déployer ça. Et pour aller au vif du sujet, ce qu'on est en train de trouver et ce qu'on est en train de mesurer en termes d'efficacité, ce sont deux choses principales. La première, c'est qu'un énoncé de raison d'être ne produit pas de résultats de performance significativement différents d'une entreprise qui ne proposerait pas une raison d'être. Ça a été trouvé par d'autres chercheurs à Wharton, où on l'a reproduit. Effectivement, ça peut aller dans les deux sens. Mais par contre, il y a des facteurs qui vont faire que cela se traduirait par de la surperformance. Et ces facteurs, ils sont au nombre de deux. Le premier, c'est la confiance, dont vient de parler Cécile, et je vais revenir dessus. Et le deuxième, je l'évoque rapidement, c'est la légitimité qui est attribuée aux personnes qui gèrent les équipes, qui managent les équipes, aux leaders des équipes. Donc, si, lorsqu'on pose des questions aux membres de ces équipes, est-ce que tu penses que la personne qui dirige l'équipe finalement incarne de façon concrète les objectifs qui sont énoncés par l'entreprise, plus il va y avoir un jugement personnel, oui, je pense que cette personne l'incarne très bien, et un jugement collectif, je pense que les autres pensent que cette personne incarne très bien les objectifs, et bien on va voir que la coordination à l'intérieur des équipes va être nettement meilleure, environ 20% meilleure. On va voir que l'innovativité, l'innovation, l'idéation, comme on dit parfois, va être très sensiblement accrue. Donc voilà, donc tous ces éléments-là, on peut les mesurer. Donc ça, c'est sur l'aspect légitimité. Oui, je pense que cette personne, elle l'incarne bien. Et puis le deuxième aspect, c'est l'aspect de confiance. Donc là, on a par exemple accès à des études sur 1500 entreprises, 700 000 répondants, où on peut faire des comparaisons lorsque le leader d'une équipe a changé, mais les personnes qui font la réponse, eux, n'ont pas changé. On peut faire des comparaisons à travers plusieurs équipes d'une même entreprise, donc ce qu'on appelle contrôler l'effet entreprise, l'effet sectoriel et plein d'autres choses. Et là, ce qu'on voit, c'est que lorsque la personne incarne le leadership, pour nous, le leadership, purposeful leadership, ça veut dire l'incarnation, donc l'authenticité à travers ce que je dis dès ce qu'est l'objectif de l'entreprise et la façon dont j'agis avec mes équipes. C'est essentiellement ça. Et donc là, on s'aperçoit que lorsque la personne agit de cette façon, eh bien, la confiance que j'ai dans le leader et la confiance que j'ai dans les autres membres de l'équipe s'accroît avec des effets complètement dingues sur la performance, l'efficacité. On est à des plus 30%, à plus 50% d'efficacité des équipes. Voilà ce que nous, on est en train de trouver. Et puis, la deuxième chose peut-être associée aussi à ce fait, c'est qu'on s'aperçoit que les stéréotypes qui sont associés au leader, et donc là on le teste par exemple sur le sexe du leader par rapport au sexe au genre des membres de l'équipe. On s'aperçoit que par exemple sur une équipe hyper masculine en production qui est dirigée par une femme, on s'aperçoit que la façon dont cette femme, dans ce cas-ci, incarnerait ce leadership et les objectifs de façon authentique diminue complètement l'effet des stéréotypes et permet d'obtenir des résultats nettement meilleurs. Donc, il y a un effet vraiment bénéfique aussi sur la perception des gens à l'intérieur de l'équipe. Donc, nous, on l'a testé sur la différence de genre, mais on pourrait le tester sur la différence de background ou dans d'autres pays où ils peuvent avoir les données sur la différence en termes, par exemple, d'ethnicité ou de religion, par exemple. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Donc, l'effet de purpose, il n'est pas direct sur la performance. Il y a un effet qui est à peu près nul, mais quand vous avez une incarnation de ces objectifs par la communication et par les actes des dirigeants et des leaders des équipes, vous avez beaucoup d'effets bénéfiques que nous, on a pu mesurer de façon concrète et quantitative. Merci, Rodolphe Rubert. Pour ma part, je ne peux que confirmer dans les faits ce que dit Rodolphe sur l'impact de la confiance.
Alors là aussi, moi, j'ai dire, je suis arrivé à cette conviction peut-être en ayant expérimenté l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu dans ma carrière enfin, l'inverse et le bénéfice. C'est-à-dire des dirigeants avec lesquels, comme jeune cadre, j'ai vraiment ressenti une confiance très grande, une grande autonomie, et j'ai pu voir sur moi-même l'impact que ça avait de vouloir donner le meilleur de moi-même. Et puis, j'ai pu, dans le grand groupe dans lequel j'étais avant, expérimenter ce qu'on appelait le management par la pression et par la peur. Avec souvent des théories complètement fausses aujourd'hui que je dénonce violemment sur ce que et certaines croyances de ce qu'est le management. En fait, ces croyances-là, c'était que en fait, plus on met de la pression et sur le collaborateur, plus on crée un climat de peur, plus ils vont se surpasser par peur d'être licencié, d'être viré, ou de croire qu'en mettant cette pression-là, on va obtenir un résultat. Le fait est exactement inverse, parce qu'en fait, on passe son temps à se protéger, à savoir qui sera le prochain, qui sera la cible. Et donc, c'est complètement contre-productif. Et ça, j'ai pu m'en rendre compte. Et donc, quand je suis arrivé chez Armor, c'est vrai que moi, je suis arrivé avec vraiment cette intention que Armor soit un laboratoire, quelque part, de management par la confiance. Parce que j'avais envie de voir comment cette confiance allait pouvoir, sur le long terme, générer du résultat. Donc, Armor, en 2004, avait des résultats qui étaient proches de zéro. Il y avait beaucoup de questions. Les actionnaires familiaux de l'époque voulaient vendre. Il n'y avait plus d'investissement depuis un certain temps. Les gens étaient perdus sur la stratégie. Et il y avait avant moi une direction en fait, qui pratiquait le diviser pour régner. Donc, je te dis quelque chose, c'est secret, je t'interdis de le dire à ton collaborateur. Donc, personne ne savait vraiment ce qui se passait. Enfin, il y avait une méfiance. Voilà. Bon, je n'ai pas connu le prédécesseur, donc je suis arrivé après. Et je me suis dit, voilà, je vais essayer de mettre en place autre chose. Avec cette conviction de fond, c'est que, en fait, l'identité de l'entreprise, l'âme et la vocation, ce qu'on peut appeler aujourd'hui cette raison d'être de l'entreprise, en fait, ce n'est pas moi qui la détiens, elle est dans l'entreprise, elle est dans les collaborateurs qui donnent leur temps, leur énergie depuis 20, 30 ans et qui, en fait, aiment cette entreprise. Et qu'il y a déjà un certain acte, je trouve que confiance va avec lâcher prise, c'est-à-dire d'accepter que je ne suis pas le détenteur finalement de l'identité. Et je pense que si je regarde après coup dans ces dirigeants qui pratiquaient ce management par la peur et la confiance, il y avait une conception qu'en fait, il fallait qu'ils soient forts. C'est-à-dire qu'en fait, le dirigeant devait être fort, donc il fallait qu'ils exercent leur ego, et plus ils affirmaient leur ego, plus ils imaginaient à eux-mêmes qu'ils étaient des bons dirigeants. Et on en voit encore certains dirigeants de ce type, parmi certaines grandes entreprises, qui veulent affirmer leur force, parfois sans respect des autres, et qui croient que c'est comme ça qu'ils vont mobiliser les équipes. En fait, c'est tout le contraire. Moi, l'expérience que j'ai faite, c'est que c'est en reconnaissant et en disant clairement, je ne suis pas celui qui sait, mais je suis celui qui a envie d'accueillir et de recueillir quelle est votre passion pour l'entreprise, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous donnez tous les jours, et ensemble, on va rassembler tout ça et on va en faire quelque chose. Il y a un collectif qui se crée à ce moment-là, et ce collectif est créateur de confiance. Et qui se fond non pas sur une prétendue force du dirigeant, mais finalement l'acceptation d'une certaine, j'allais dire, humilité du dirigeant qui doit s'appuyer sur ses équipes. Voilà. Je pense aussi, ça veut dire aussi accepter de lâcher l'image qu'on peut avoir de ces projets. Parce qu'en fait, dès qu'on commence à s'appuyer sur ses collaborateurs, ça veut dire être prêt aussi à être remis en cause, à ce que les projets ou l'identité de l'entreprise que l'on imaginait est un petit peu différente de ce qu'on a en tête, parce qu'en fait, on se fait bouger, on se laisse bouger par les collaborateurs. Mais ce que je peux dire après 16 ans, c'est qu'en fait, la force d'Armor et qui a permis à Armor non seulement de se redresser, mais d'avoir une très belle performance, c'est avant tout cette force collective qui a émergé de l'intérieur en fait, des équipes. Moi, j'étais juste celui j'étais l'appel pour récolter le cadeau qui était détenu par les uns et par les autres. J'ai l'image, j'avais un dirigeant qui m'a beaucoup apporté et qui m'avait dit à un moment, le dirigeant, c'est comme un collier de perles, il doit être c'est le fil qu'on ne voit pas, mais qui rassemble les perles entre elles. Et je crois que c'est
ça me reste, bien sûr, on voit le dirigeant parce qu'il apparaît dans la communication, mais se vivre comme celui qui est le fil qui relie. Voilà. Merci Hubert. Et tu disais que la confiance allait avec le lâcher-prise. Alors, je rebondis là-dessus parce que le futur du travail appartient aux optimistes. On pourrait penser que l'optimiste, c'est le confiant, c'est celui finalement qui est un peu tout-puissant, qui sait. Or, un dirigeant, tout optimiste qu'il soit, il est vulnérable. Et on sait, et Rodolphe le disait, à travers ces deux enjeux principaux que sont la confiance et la légitimité attribuées aux leaders, eh ben, on sait que le dirigeant doit être authentique, doit savoir montrer ses failles, ses doutes, ses vulnérabilités. Et donc, je voulais revenir sur cette confiance, certes, mais qui n'est pas toute puissance, et demander à Rodolphe et à Hubert, voilà, ce que l'on sait et ce que Hubert, toi, tu as vécu de cette force de la vulnérabilité, de laisser voir ses failles dans la légitimité et la confiance que les équipes peuvent accorder aux dirigeants. Alors, sur cette question, je pense qu'il faut, c'est comme sur la raison d'être, c'est-à-dire il y a une tendance générale, une sorte de moyenne, et il y a des cas d'espèce et des conditions qui font que ce qu'on peut énoncer dans un premier temps est moins vrai dans certaines situations. Donc, je veux dire par là, à la fondation de l'entreprise, peut-être que l'optimisme et la confiance sont moins générés peut-être par l'image de la vulnérabilité qui pourrait l'être dans une phase ultérieure. Il y a des conditions extérieures qui font que des dirigeants, pour ceux qui ont lu peut-être le livre de Pascal Desmurger, le président, enfin le directeur général pardon, de la Maïf, sont assez illustratifs, où des moments dans la vie de la personne fait que du dirigeant, effectivement, en posture je dirais, de domination ou de toute puissance ou de recherche de contrôle font que ça peut se défaire et justement avoir ce lâcher-prise et revenir à quelque chose d'authentique par rapport à la personne elle-même. Donc, je ne voudrais pas faire juste tout simplement une généralité en disant que tout dirigeant doit se montrer vulnérable pour que tout se passe bien. Je pense que ce ne serait pas complètement vrai. En revanche, des conditions font que cela peut très très bien fonctionner et que les évolutions sociologiques qu'on voit aussi, l'attente de nouvelles générations d'un nouveau type de leadership font que ce type de leadership authentique se déploie et justement démontre toutes ses potentialités. Donc, mais évidemment, les conditions, c'est que il faut que la personne soit, je dirais, bien installée dans sa propre identité. Quand j'entends Hubert dire j'ai compris que c'était dans le lâcher-prise que je pouvais justement être ce fil qui reliait les perles du collier, c'est pour parler à des dirigeants ou former des dirigeants en executive education, j'entends pas ça si souvent. C'est-à-dire que la rassurance pour un grand dirigeant, c'est effectivement par rapport au chiffre d'affaires, au nombre de personnes, à des décisions qui peuvent être brutales, à justement se charger de quelque chose pour d'abord en retirer d'une certaine façon l'énergie et le stress qui peut être positif et cette énergie, et donc d'avoir le sentiment de décider, donc d'être dans la prise de décision soi-même. Mais donc la prise de recul et le fait de dire je peux justement laisser le corps social s'emparer de ces décisions-là, se référer à moi à certains moments critiques, mais ne pas être dans le contrôle complet, et donc aussi de montrer mes vulnérabilités. Ce ne sont pas toutes les personnalités de tous les dirigeants qui peuvent le permettre. Et puis d'autre part, il y a des conditions externes. Et là, pour avoir entendu certains dirigeants, par exemple, Sébastien Bazin, qui a communiqué, le PDG d'Accor, qui a communiqué là-dessus, ou d'autres dirigeants que j'ai pu entendre de grands groupes de la distribution, par exemple, la crise du Covid a saisi certaines de ces entreprises et a dû
bouleversé la façon dont les dirigeants s'adressaient à leurs employés, à leur communauté. Et donc, évidemment, quand tous vos hôtels commencent à fermer, le discours que vous aviez avant, l'espèce de discours conquérant, vous devez en changer et dire que vous ne savez pas quand ça va rouvrir. Et donc là, vous devez vous montrer dans votre vulnérabilité. Sébastien Bazin s'exprime assez bien, je trouve, dans la presse d'ailleurs, sur le fait que son style il a dû accepter ses propres vulnérabilités, qu'il n'avait plus le contrôle. Mais ça a généré à l'intérieur du groupe des choses très, très positives par ailleurs. Il a découvert ça et donc ça s'est révélé à lui, mais de façon un petit peu indépendante. Ou lorsque ce groupe de retail, là, dont je parlais, c'est un peu la panique, les personnes qui sont en première ligne pour alimenter lors du dernier confinement, et probablement encore aujourd'hui, nous autres comme consommateurs, il faut changer le style de leadership et il racontait comment, en fait, il y avait une radio en fait, interne qui était un peu anecdotique, mais qu'il a utilisée, et c'était par la voix, le partage de ses émotions, un style de parole complètement relâché et direct, que tous les dimanches, il s'adressait à ses directeurs de magasins et il les écoutait. Et c'était dans une radio directe, et un rapport, comme il le dit lui-même, de voix à voix. Voilà, je trouve ça assez intéressant. Donc là, ça montre en fait, encore une fois, si je résume en une fraction de seconde, la règle de la vulnérabilité, je pense que ça ne s'applique pas à tous les âges de l'entreprise. Et il y a certaines conditions, que ce soit des conditions individuelles et personnelles, pour toute femme et tout homme qui dirige une entreprise, ou des conditions exceptionnelles, comme a été la pandémie, qui font que cette vulnérabilité peut trouver écho et permettre à l'ensemble des collaborateurs de s'exprimer différemment. Oui. Moi, je crois que parler de vulnérabilité dans le leadership et dans la manière des dirigeants, en fait, c'est révolutionnaire parce que c'est complètement contre-intuitif. En fait, on a appris à vouloir être fort, encore une fois, et accepter ses failles, ses faiblesses, et en plus les montrer, on a l'impression que c'est l'échec. En fait, la réalité, c'est que je crois que quand on est vrai et qu'on ne cherche pas à cacher ses faiblesses, en fait, on génère de la légitimité. Moi, c'est l'expérience que j'ai faite et je ne serais pas loin de penser, qu'on parlait de confiance tout à l'heure, qu'en fait, que l'on montre sa vulnérabilité ou pas, en tout cas, ce qui va générer de la confiance, c'est la capacité du dirigeant à accepter profondément ses propres vulnérabilités. Parce que vouloir s'en protéger, en fait, les gens ressentent quand un dirigeant finalement ne veut pas apparaître lui-même. Moi, j'ai fait une expérience qui a été très marquante pour moi. Ça a été lors d'un séminaire avec mes associés directs, accompagné par un coach à ce moment-là, où j'avais fait une erreur de manque d'attention auprès de l'un de mes associés étrangers. Et lors du dîner du séminaire, ça a commencé à sortir. Il m'a dit, Hubert, je n'ai pas apprécié, je me suis senti ignoré, etc., etc. Et mon réflexe naturel a voulu, j'ai cherché à me justifier, à me défendre. Et le coach m'a dit, non, écoute. Et j'ai accepté de me mettre dans ses pas, et quelque part, je me suis tu. Et il m'a sorti tout ce qu'il avait à me dire, qui n'était pas forcément très agréable. Et par effet d'entraînement, tous mes collaborateurs, tous mes associés, les 4 ou 5 qui étaient là, ont commencé à leur tour à dire, écoute, nous on profite de cette occasion pour te dire que telle chose, on n'a pas forcément apprécié telle attitude et telle autre. Et c'était très difficile, je me faisais assassiner quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, ça y est, je suis détruit, je n'ai plus aucune crédibilité dans mon leadership, c'est fini, etc. Et une fois qu'ils ont tous parlé, j'aurais dit, voilà, vous avez terminé, etc. J'ai voulu commencer à reprendre, essayer de me rehausser ou de retrouver mon honneur ou un petit peu mon ego vis-à-vis d'eux, en essayant d'expliquer, etc. Et l'un de mes collaborateurs m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, écoutez, Hubert, non, on n'a pas besoin que vous répondiez. Je lui ai dit, mais j'ai quand même… Non, on n'a pas besoin que vous répondiez. Sachez que si on vous a dit tout ce qu'on vous a dit, c'est parce qu'on vous fait confiance. Et ça, c'est resté comme… En fait, ils ont trouvé l'espace pour me dire des choses et ça suffisait. Et le fait que j'accepte d'écouter, en fait, a créé un ciment, une force entre nous qui a été absolument incroyable. Et j'ai senti à ce moment-là que, quelque part, mon leadership changeait de nature, que je n'avais plus rien à protéger. Et que quelque part, je redevenais le leader, mais par une légitimité qui était faite du fait que j'avais accepté que mes collaborateurs
me reflètent des choses qui étaient peut-être pas l'idéal de mon image. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est ce jour-là qu'on a engagé un projet qui a permis de reprendre le contrôle, de prendre le contrôle de la majorité du capital d'Armor, alors qu'avant, ça paraissait complètement impossible. Et pourquoi ça a été possible? Parce que cette expérience de vulnérabilité a tissé de tels liens entre nous que ça s'est transformé dans une force collective absolument incroyable et qui fait que chacun s'est mouillé totalement en investissant toute son épargne, en misant toutes ses tripes et qu'on a réussi à prendre le contrôle de l'entreprise ensemble. Et je veux dire, cette équipe de management, ça fait 16 ans qu'on fonctionne ensemble, il n'y en a pas un qui est parti. Et aujourd'hui, on est complètement différents, avec des personnalités très diverses. On est capable de se dire les choses parce qu'on est passé par le feu ensemble. Et ça, c'est parce que la vulnérabilité nous a cimentés. Voilà. Alors, merci Hubert. Rodolphe, peut-être une toute dernière question avant d'ouvrir à nos interlocuteurs. C'est, en fait, quand on dit que le futur du travail appartient aux optimistes, il m'a semblé que de là à dire qu'il appartient aux idéalistes, il n'y a qu'un pas. Alors, ma question elle est toute simple, c'est est-ce que le futur du travail, c'est de servir l'intérêt général, voire même le bien commun, ou est-ce que ça, c'est le propre de l'optimisme, voire de l'idéalisme de ces entreprises qui se veulent à mission dans une période de pandémie actuellement où finalement, pour beaucoup, l'avenir du travail, c'est avant tout une question de survie. Voilà. Donc, voilà. Qu'en pensez-vous, Rodolphe et Hubert, avant d'ouvrir aux questions de tous? C'est une question qui est très difficile. Moi, j'aurais tendance, alors je ne vais peut-être pas y répondre directement, j'aurais tendance à dire que ce qu'on peut faire avec un collectif est juste incroyable. Et qu'il faut penser, peut-être, pour trouver la réponse, moi, je n'ai pas la réponse à cette question, mais pour trouver sa réponse personnelle à cette question, peut-être se poser la question de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut être dans le collectif dans lequel on s'inscrit. Dans le MOOC qu'on avait fait sur Time to Reorganize, ou donc la désorganisation du monde, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que notre identité est forgée par les collectifs et les entreprises, les organisations dans lesquelles on est, par le travail qu'on y fournit, il y a cette idée que finalement, une voie vers peut-être le bonheur, c'est cet alignement entre ce que l'on est, ce que l'on peut accepter et ce que l'on peut accomplir au travers d'un collectif. Donc pour moi, je ne dirais pas que le bien commun, c'est l'objectif de l'entreprise. L'entreprise, c'est une entité juridique qui a son propre intérêt social, son objet social qu'elle doit accomplir. Elle peut choisir un statut qui ajoute ou son objet social peut participer effectivement de contribuer à réduire ses émissions, à améliorer, à trouver des solutions. Ça, c'est clair. Et donc, pour les gens qui travaillent dans ce genre d'entreprise, eh bien, ça peut leur permettre d'aligner, s'ils ont les mêmes valeurs, d'aligner leur travail avec ce que fait le collectif. Ça, c'est le cas favorable. Quand on est effectivement dans une logique de survie, qu'il est difficile de changer d'emploi ou qu'on a des contraintes personnelles, familiales, budgétaires qui font que le travail devient plus alimentaire, évidemment, c'est plus difficile. Moi, j'aurais tendance à encourager chacun à réfléchir et peut-être à réaligner et d'avoir le courage peut-être de se réaligner parce que le gain psychologique, alors ce n'est pas le gain matériel, mais le gain psychologique, la confiance en soi, sa représentation de ce qu'on accomplit soi-même est une source de force et rejaillit sur ses proches aussi. Et voilà, c'est ce message-là que je voudrais dire, mais en me rendant bien compte que, évidemment, c'est une gageure, c'est très difficile à faire. Il n'y a pas de jugement moral du tout dans mon propos. Voilà. Donc, en tant que personnellement, j'ai la chance de pouvoir chercher à aligner ma vocation dans une institution de formation de ceux qui dirigeront ces collectifs dont je parlais dans le futur, et donc de pouvoir peut-être très modérément avec toi, Cécile, avec tous les autres qui nous accompagnent à la Society and Organization, de faire bouger un tout petit peu l'aiguille. Et en ce sens, je suis optimiste pour que nos prochaines élites managériales, comme on dit, puissent embrasser les thèmes et les défis que l'on a tous traités un peu ce soir.
Mais je laisse Hubert répondre à la question peut-être plus directement si tu as la réponse, Hubert. Viser de servir le bien commun, c'est un idéal magnifique, effectivement, qui rend optimiste. Maintenant, il faut être bien conscient que c'est pas. On en parle beaucoup comme quelque chose. Là, on va faire des belles raisons d'être qui vont permettre de sauver le monde. Mais en fait, je ne crois pas que c'est ce que tu as dit un peu, Rodolphe, au départ, sur le fait que ce n'est pas les raisons d'être qui suffisent à mobiliser tout le monde. Je crois que ce qui est important, quand on parle de bien commun, c'est cette capacité à sortir de l'intérêt pour soi pour aller vers un intérêt plus large. Et donc, c'est quand même une sortie de soi, et c'est une sortie de sa zone de confort, et une sortie d'un décentrement, et qui demande, là aussi, qui vient nous tester dans notre crédibilité. C'est-à-dire avoir un bel idéal, une belle raison d'être pour servir le bien commun, si nos salariés ne se sont pas épanouis dans l'entreprise, ne sentent pas qu'il y a un management par la confiance, qu'ils n'ont pas de perspective, qu'ils ne sont pas quelque part, qu'il n'y a pas une ambiance dans l'entreprise qui est positive, en fait, ça ne marche pas. Donc, c'est cet alignement entre l'interne et la visée externe qui est fondamental. De la même façon, moi, je dois dire, enfin, pour être clair aussi, et je pense qu'il faut être un peu sans langue de bois ici, là, je suis assez choqué de voir des très belles raisons d'être de grands groupes et par ailleurs des comportements qui peuvent se traduire par un irrespect total des équipes. On va faire des OPA hostiles contre les équipes de management et les conseils d'administration, tout en affirmant des très, très belles idéales en disant qu'on va sauver le monde comme ça. Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'en fait, quand on agit de manière contraire au respect des gens et du respect profond de la liberté des personnes, en fait, on détruit l'idéal que l'on veut construire. Et je pense qu'il faut oser le dénoncer, parce que comment peut-on mobiliser des équipes quand on agit finalement contre elles? Voilà. Et je pense que pour moi, ce qui rend optimiste, c'est cet alignement entre un bel idéal, mais aussi une manière d'agir à l'intérieur et soi-même qui font qu'on est crédible, et aussi peut-être en reconnaissant nos erreurs quand on se trompe. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Le reconnaître, c'est clé. Voilà. Donc, c'est ça ce que je dirais. C'est que voilà, viser le bien commun, oui, mais il faut aussi viser le bien proche, le bien interne et le bien des parties prenantes dans le respect des uns et des autres. Je pense que c'est aussi important. C'est quelque chose, Hubert, qui se voit beaucoup là dans le chat, donc j'essaie de relayer les questions, mais une forme de scepticisme par rapport à la réalité de ces démonstrations de vulnérabilité, notamment par les patrons du CAC 40. Donc, une question, un patron du CAC 40 s'est-il déjà montré vulnérable par la bienveillance des managers dans les entreprises du CAC 40 liée au… Voilà, donc une forme je crois, de plusieurs commentaires disent est-ce que ça peut être une réalité dans ces boîtes du CAC 40 et semble dire que ça ne l'est pas. Voilà. Et puis par ailleurs, une question peut-être même plus large, si on remonte au-dessus encore des entreprises, une question Merkel qui présente ses excuses à l'Allemagne, est-ce que c'est un modèle? Voilà, donc question autour de cette reconnaissance de la vulnérabilité. Il me semble qu'on a tous une responsabilité là-dedans, dans la mesure où on accepte ces comportements-là. Et je pense que ces comportements de grands dirigeants qui en fait, ne sont pas alignés nous créent à nous tous un dommage collatéral énorme. Moi, je me rappelle avoir dû, en comité d'entreprise, me battre pour défendre l'image des dirigeants, des patrons, quand il y a eu, quand Carlos Ghosn s'était augmenté son salaire de X% contre l'avis de l'Assemblée générale. Et ça, il se trouve que dirigeant de TI, je devais défendre vis-à-vis des partenaires sociaux l'image des dirigeants en expliquant qu'on n'était pas tous pareils. Mais c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas tolérer certaines choses, et je pense que ces patrons qui refusent de montrer leur vulnérabilité et se présentent comme les caïds tout-puissants dans certaines entreprises, en fait, ont tort, et je pense qu'ils se décrédibilisent, et tôt ou tard, ils vont tomber. Parce qu'en fait, ils seront de moins en moins soutenus par les équipes et par les jeunes générations. Les jeunes générations ne supportent plus l'incohérence. Et ils viennent nous bousculer, ils viennent nous amener à aller à être vrais, à donner nos tripes et à aussi montrer notre vulnérabilité. Et je pense qu'on assiste à un moment, on n'est plus…
Quand j'étais à HEC en 1985-86, certains comportements de dirigeants pouvaient encore être tolérés. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus l'être. Et je vois au niveau politique, c'est pareil. Quelque part, c'est étonnant de voir, je ne sais plus, hier, je regardais aux nouvelles, Édouard Philippe, qui avait une cote absolument incroyable. Mais en fait, quand on regarde, c'est peut-être un Premier ministre qui a beaucoup dit « je ne sais pas ». Vous me posez des questions « je ne sais pas ». Et en fait, paradoxalement, ça ne lui a pas desservi. Et qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? C'est que je pense que les personnes préfèrent quelqu'un qui est vrai pour dire « je ne sais pas », plutôt que de faire croire qu'il a réponse à tout et qu'il est tout puissant. Et je pense qu'il faut oser aussi dans le style d'éducation de nos élites, dans une école comme HEC, dire ce genre de choses et inviter à une vérité, à une authenticité, à une vulnérabilité. Je pense que ça fera beaucoup de bien à la société et aux entreprises. Pardon, Rodolphe. Vas-y. Non, vas-y. Là, la chaire Purposeful Leadership a tout à fait sa raison d'être au sein de l'école et je pense qu'il faut qu'elle soit encore plus promue et qu'elle s'étende à l'ensemble de l'enseignement, je pense. Non, je voulais juste revenir sur le cas des décideurs politiques et du cas de Merkel, parce que tu posais la question de Merkel. Moi, je trouve, après, c'est une opinion personnelle, on peut la partager ou pas, mais je trouve que, oui, je pense que ce qu'a fait Merkel en reconnaissant l'erreur est un vrai acte politique, je pense qu'il est authentique et que on gagnerait à entendre ça peut-être un peu plus souvent. Après, il y a une série de questions sur l'enjeu de tout ce qu'on a dit dans des boîtes cotées. Il y a une question, peut-on être un manager bienveillant dans une boîte cotée? Et il y a Valérie qui demande comment on peut relire l'aventure de Danone, entreprise à mission. Donc voilà, donc c'est vrai que Hubert Armor est, je crois, par choix et non coté. Voilà, comment tu vois cette articulation, la vois-tu différente dans l'environnement d'entreprises cotées? Je pense que c'est clair qu'une entreprise cotée a beaucoup plus de contraintes parce qu'elle est soumise au marché, mais je ne vois pas en quoi ça doit changer. Je pense que je vois pas pourquoi on ne peut pas être soi-même et on peut pas. Je ne vois pas en quoi le fait d'être coté serait une excuse. Parce que ça veut dire, en fait, et je crois que derrière ça, il y a encore une croyance. C'est de croire que le développement durable, l'innovation sociétale, le management par la confiance, tout ça n'a qu'un but, c'est finalement améliorer la performance financière de l'entreprise. Et je pense que ça aussi, il faut le dénoncer. On est engagé dans le développement durable par conviction, parce que le monde en a besoin, parce qu'on ne peut plus supporter de dégrader la planète pour nos enfants. Il faut le faire parce qu'on doit le faire, point. On doit pratiquer un management par la confiance. Pourquoi? Parce qu'on a dans notre tripes, on aime nos salariés, on a envie que nos salariés s'épanouissent. C'est pour ça qu'on le fait. Après que par conséquence, j'allais dire par surcroît, la bonne surprise est que tout s'aligne et que finalement ça se traduise par un résultat satisfaisant, tant mieux. Et ce que montre Rodolphe, il a raison de le montrer, c'est-à-dire qu'en fait, il y a effectivement une corrélation. Mais si on le fait dans le but, si la posture de départ, c'est de viser la rentabilité maximum, en fait, tous les actes qui vont être accomplis derrière ne seront pas justes. Parce qu'ils ne partent pas d'un engagement de fonds, ils partent finalement d'une envie de réussite externe financière. Et je pense que c'est ça le retournement. C'est ça le retournement qu'il faut. Et là, je pense qu'il y a une séparation qui est en train d'exister autour de cette notion de purpose ou de raison d'être, pour ceux que ça intéresse, entre la vision, je dirais, américaine et anglaise aussi d'ailleurs, et puis ce qui se passe sur le continent européen. Parce que le purpose entendu à l'américaine ou en Angleterre, à Oxford, qui ont des chaires là-dessus, par exemple, ou à Cambridge, c'est justement on va travailler sur la raison d'être, sur le purpose, pour obtenir l'objectif financier. Et donc, d'une certaine façon, c'est une prolongation, c'est de l'intérêt, finalement, financier associé à ça. Alors que pour certaines parties du capitalisme allemand, pour des entrepreneurs et des chefs d'entreprise français, italiens, enfin bon, il y a une communauté en fait d'entrepreneurs et de patrons européens. C'est ce que tu viens de dire exactement, Hubert, c'est-à-dire que la finalité propre de l'entreprise, c'est son objet, c'est elle-même en fait d'une certaine façon dans
dans les contraintes qui sont les nôtres au XXIe siècle, les contraintes environnementales, des inégalités de répartition de la richesse, etc. Et donc, l'entreprise est un véhicule qui permet d'apporter des solutions, des produits, des services à plein de gens, mais sa finalité n'est pas la rentabilité à 15% des capitaux employés que peuvent rechercher. Voilà. Et ça, c'est deux choses qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il y a ce lien indirect avec la performance qui est dans une vision très, on va dire, anglo-saxonne, et puis peut-être une recherche d'un modèle européen un peu différent, dont la société à mission est un des exemples en France, où la Benevita, en entreprise à bénéfice social en Italie, et d'autres statuts qui existent par ailleurs, sont des incarnations en Europe. Oui. Et je pense que, je trouve que c'est intéressant ton éclairage, Rodolphe, et je pense qu'effectivement, là je me fais le chantre d'un capitalisme européen, quelque part, en tout cas dans ce sens-là. Je crois qu'aussi, c'est intéressant de relire un petit peu l'expérience de Danone, et je pense que j'entends beaucoup de commentaires, de remises en cause, disant finalement, est-ce que tout ça, c'est pas l'échec d'une vision sociétale, d'une entreprise à mission, d'une raison d'être qui s'est répercutée contre la performance. Moi, je pense que c'est vraiment une fausse analyse de partir dans ce sens-là, parce que ça conforterait ceux qui disent le but de l'entreprise, c'est de faire de la performance et c'est surtout pas de faire du sociétal, etc. Je pense que la difficulté de Danone, à mon avis, ne tient pas à cette opposition-là. Je pense que c'est pour d'autres raisons et qu'il y avait sûrement une voie, et ça c'est à Emmanuel Faber de peut-être en parler lui-même, mais il y avait sûrement une voie dans le temps de permettre d'être fidèle à la vision sociétale tout en réalisant une performance économique tout à fait souhaitable. Bon, il y a des raisons externes qui peuvent expliquer ça, peut-être des raisons internes, mais aller remettre en cause la vocation sociétale, par exemple, de Danone et des autres entreprises serait une très grave erreur, un retour en arrière qui n'est pas acceptable. Et je pense qu'on est beaucoup à pouvoir témoigner qu'en fait, la vision sociétale de l'entreprise ne dessert absolument pas la performance. Au contraire. Par contre, il faut ancrer d'abord une conviction et tout en cherchant une performance. Mais ce que je dis souvent à mes équipes, c'est que parce qu'on a une vision sociétale forte qui est première, on se doit d'être encore meilleur en gestion que d'autres, pour défendre notre vision sociétale. Voilà. Mais c'est autre chose. Ce n'est pas que la vision sociétale sert la performance financière, c'est parce qu'on croit en cette vision sociétale, parce qu'on est motivé, on est imbibé de celle-ci, qu'on veut la défendre, on veut la promouvoir, et du coup, on se doit de réussir. Merci Hubert et Rodolphe. Je crois qu'il faudrait faire une nouvelle session un jour sur Danone, puisqu'il y a eu énormément de questions sur le cas Danone. Mais malheureusement, on est au bout. Donc, je vais passer la parole à Thomas Lestavel pour sa session avec Alain Gauthier, en vous remerciant très chaleureusement Rodolphe et Hubert pour cette belle conversation. Merci beaucoup. Merci à Rodolphe et Cécile. Merci Hubert, merci Cécile, merci à tous.